Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Et ce matin, le principal titre à la une des quotidiens et des sites d'information israéliens, eh bien, sont toujours les répercussions de l'opération massive de Tsahal dans la nuit de dimanche à lundi contre des cibles iraniennes et syriennes en Syrie. Le Haaretz affirme que l'une des cibles majeures bombardées, il y a donc 24 heures, un peu plus de 24 heures par l'armée de l'air israélienne en Syrie, était une batterie de missiles antimissiles syriennes, mais de fabrication russe. On ne sait pas s'il s'agit d'une batterie de missiles S-300 ou S-400 installée ces derniers mois par Moscou. Mais selon le Haaretz, ce que l'on a remarqué, c'est que ni les Russes ni les Syriens n'ont actionné ces fameuses batteries très sophistiquées contre les avions de chasse israéliens. Également, on a remarqué que pour l'instant, les Russes n'avaient pas condamné l'attaque massive des Israéliens dans la nuit de dimanche à lundi. Le Yediot Aharonot lui revient sur ce qu'il appelle le piège tendu par Israël aux Iraniens. Le journal explique que pour son baptême de feu, le nouveau chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a soigneusement préparé son opération après le tir d'un missile qui s'est donc avéré être de fabrication iranienne à partir du territoire syrien en direction du plateau du Golan dans l'après-midi de dimanche. Tsahal a patienté, il a attendu que les derniers skieurs israéliens sur le mont Hermon quittent le site et la riposte est donc arrivée en pleine nuit. Elle a été très douloureuse apparemment pour les unités des gardiens de la révolution iranienne en Syrie. Des hangars d'armes, des systèmes de missiles antiaériens et des bases d'entraînement des Iraniens ont été détruits au cours de cette opération. Alex Fishman, le correspondant militaire du Yediot Aharonot, commente ces développements et s'intéresse en particulier au modèle de ce missile iranien qui a été tiré vers Israël avant-hier. Il affirme que ce tir a tout simplement fourni à Israël le prétexte rêvé pour détruire l'ensemble des infrastructures iraniennes en Syrie en un seul coup. Et Yossi Yoshua, lui, parle de knock-out infligé par Tsahal sous la direction du général Aviv Kochavi à Qassem Soleimani, le patron des gardiens de la révolution. Et l'on peut d'emblée également dire que Kochavi est sorti largement vainqueur de cette confrontation. Shimrit Meir, toujours dans le Yediot Aharonot, considère qu'Israël s'est réjoui trop prématurément des résultats des raids de la nuit de dimanche à lundi. Ces raids placent les gardiens de la révolution le dos au mur, affirme-t-elle, ce qui n'est pas bon obligatoirement pour Israël. Quant au général Amos Yeldin, qui fut pendant de longues années le proche conseiller des ministres de la Défense, il écrit « Même lorsqu'aucune des parties ne souhaite une confrontation directe, des erreurs et des déformations peuvent entraîner une véritable escalade ». Le Israël Hayom consacre également sa manchette à cette confrontation et il mentionne en évidence la menace lancée par Binyamin Netanyahou à Téhéran. Nous ne pourrons tolérer des tirs comme celui du missile iranien dimanche. C'est Téhéran qui portera l'entière responsabilité de ce qui se passera si cette situation se renouvelle. Et le Israël Hayom de titrer « La confrontation avec l'Iran s'est soldée par une victoire israélienne doublée d'un message très clair adressé aux Iraniens et aux Russes. Le message aux Iraniens, si vous tirez à nouveau un missile vers notre territoire, la riposte sera plus dure encore donc. Et aux Russes, le message est également clair, nous poursuivrons la coordination sécuritaire avec l'armée russe en Syrie, et nous continuerons nos attaques contre les cibles iraniennes. Le message enfin adressé aux Syriens, vous allez payer le prix cher à l'installation des Iraniens sur votre sol. Et enfin, le journal cite des estimations qui affirment que Téhéran ne réagira pas, en tout cas pas tout de suite, à l'opération israélienne de la nuit dernière, de la nuit de dimanche à lundi, mais que les Iraniens ne resteront pas ou ne pourront pas rester les bras croisés. Revenons dans la presse israélienne aux coulisses des affaires judiciaires de Binyamin Netanyahou. Les quotidiens reviennent ce matin sur la rencontre importante qui s'est tenue hier entre le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit et les avocats du Premier ministre. Ces derniers ont indiqué qu'à leur avis, la publication des conclusions du conseiller, donc l'ouverture d'une procédure d'audience avant les élections, risque d'avoir un impact sur le résultat des élections législatives. Et par conséquent, ils ont demandé à Avichai Mandelblit de repousser cette publication au lendemain du 9 avril. Les avocats ont amené avec eux une lettre de l'ancien juge de la Cour suprême, le juge Yaakov Tirkel, qui rejoint cet avis, leur avis, mais l'ensemble des médias s'accordent à penser que l'argumentaire des avocats n'a pas fait modifier sur le fond l'appréciation du conseiller juridique du gouvernement et que ce dernier devrait malgré tout publier ses conclusions dans le courant du mois de février. Cela n'empêche pas Chaim Schlein d'écrire ce matin dans son éditorial en page 4 du Israël Hayom que toute présentation d'un acte d'accusation avant les élections sera perçue par beaucoup d'Israéliens comme un acte de persécution politique contre Binyamin Netanyahou.
Le Haaretz se penche sur le dossier 4000 et en particulier sur la relation apparemment corruptive entre Binyamin Netanyahou et l'ancien patron de Bezek et de Walla, Shaul Alovitch. Selon le Haaretz, qui reprend en fait une révélation faite hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 12, Binyamin Netanyahou aurait demandé aux responsables de Walla, donc à Shaul Alovitch, de rédiger à la veille des élections législatives des articles de 2013, des articles hostiles à Naftali Bennett en salissant même certains membres de sa famille. Et puis ce matin, la radio de l'armée israélienne a publié justement un sondage qui indique que si Binyamin Netanyahou devait être inculpé dans le courant du mois de février, eh bien le Likoud en subirait le contre-coup et se retrouverait en chute avec 25 députés seulement face aux 32 dont il dispose aujourd'hui dans les sondages. Et il se retrouverait en position d'infériorité face à un bloc formé par le Yesh Atid de Lapid et le parti Résilience pour Israël de Benny Gantz qui lui totaliserait 28 mandats, 14 pour chacun de ces deux partis. Ce sondage est important car c'est le premier qui tient compte d'une éventuelle inculpation du Premier ministre Netanyahou. L'ambassadrice, et nous allons ouvrir une page franco-israélienne maintenant dans cette revue de la presse, l'ambassadrice de France en Israël, Hélène Le Gall, qui est généralement très discrète en Israël, s'exprime ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Elle le fait à l'occasion de la visite du président israélien Reuven Rivlin en France, une visite qui va débuter officiellement demain, le président voyage aujourd'hui, et qui marquera le 70e anniversaire de la reconnaissance par la France de l'État d'Israël. C'était le 24 janvier 1949. Dans cet éditorial, elle revient sur les 70 ans de relations amicales entre les deux pays, sur l'âge d'or des relations diplomatiques entre la France et Israël. Lorsqu'elle écrit « La France a veillé à la sécurité d'Israël lorsque celle-ci était menacée gravement ». Elle reconnaît que depuis les choses ont quelque peu changé, mais les liens, écrit-elle ce matin, sont toujours restés solides parce que les sociétés françaises et israéliennes partagent les mêmes valeurs et la même appartenance culturelle. Elle insiste sur la contribution de la communauté juive de France et sur celle de l'importante communauté des francophones d'Israël qui s'élargit à ces relations. Hélène Le Gall écrit que cette visite du président Rivlin en France permettra de réaffirmer les engagements infinis de la France à lutter contre l'antisémitisme et à préserver le souvenir de la Shoah. Elle rappelle également les événements de la saison croisée qui se sont tenus ces derniers mois entre la France et Israël, avec plus de 400 000 Israéliens qui ont pris part à ces événements en Israël et plus de 500 000 Français qui ont participé à ceux organisés en France. Et puis en marge de cette visite, le Makor Rishon, sous la plume de Tzvika Klein, nous brosse ce matin le portrait d'Émile et de Julia Journeau, qui ont environ 30 ans et qui ont décidé de faire leur alia de Paris. Ils étaient propriétaires de plusieurs restaurants cachés à Paris, mais ils ont décidé donc de monter en Israël, de s'installer à Netanya, où ils ont l'intention d'ouvrir un restaurant Halavi. Nous voulons que nos enfants puissent grandir en toute sécurité, et cette sécurité n'existe plus en France, ont-ils déclaré. Et puis restons dans le domaine de l'Alia de France, mais revenons dans le Israël Hayom de ce matin, qui nous annonce une bonne nouvelle, on peut le dire, pour un couple d'Olim de France âgé d'une cinquantaine d'années. Ce couple a en effet remporté le gros lot de la loterie nationale israélienne mardi, un prix d'un montant, tenez-vous bien, de 30 millions de shekels, plus de 6 millions d'euros. Le père de famille, qui a bien entendu tenu à conserver l'anonymat, a raconté au Israël Hayom que vendredi soir dernier, quelques heures après avoir compris qu'il avait remporté le gros lot, il est allé à la synagogue et a fait très discrètement une prière de remerciement au Tout-Puissant. Il a annoncé qu'il donnera le maaser, 10% de cette somme à des associations caritatives, et qu'il utilisera cette somme également pour offrir à chacun de ses enfants un appartement en Israël. Et pour terminer cette revue de la presse et des médias, sachez que les journaux saluent ce matin l'attribution du prix Sapir, l'un des plus importants prix littéraires israéliens, à l'écrivain Edgar Keret pour son livre Takala Biktsea Galaxia, une panne au bout de la galaxie. Le jury a décidé de lui accorder ce prix parce que selon ce jury, Keret est parvenu dans cet ouvrage à toucher les fibres les plus infimes de la réalité actuelle et d'y trouver un nouveau langage. Fin de citation et fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfingel et sa chronique Un jour notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.